Bonjour et bienvenue sur Balade Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Chartier, le mainteneur du site rollerenligne.com, et nous avons l'énorme plaisir de recevoir Agnès Sylvestre. Agnès Sylvestre, c'est une personne avec qui j'ai fait du roller dans les années 90, qui faisait aussi du saut et du slalom, et on va revenir avec elle sur tout son parcours, comment c'était à l'époque, etc. Voilà. Agnès, écoute, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour, et puis merci pour cette interview, ça fait plaisir de parler un peu de roller depuis le temps. Voilà, on a cité, ton nom est ressorti plusieurs fois dans l'interview de Marjorie il y a quelques semaines, donc on s'est dit que c'était approprié de parler avec toi, et donc on a une première question rituelle qui est, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Agnès ? Agnès, donc j'ai maintenant 43 ans, j'ai fait pendant une dizaine d'années du roller, j'ai fait comme t'as dit du saut, du slalom, j'ai fait un peu de descente aussi, je me suis tentée, sans grand résultat, et j'ai tenté un petit peu de street, on va dire. Pareil, c'était un peu complexe pour moi, voilà. Donc. Et puis depuis maintenant, une quinzaine d'années, j'ai complètement arrêté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert le roller et quand ? Alors j'ai découvert le roller avec mon grand frère. Lui, il en faisait avec des Fisher-Price, comme tout le monde comme tous les rollerman à l'époque, j'allais dire, parce qu'on n'avait pas le choix. Et on s'amusait, dans la maison de campagne de mes grands-parents, on s'amusait à faire des petites descentes, après on essayait d'aller un petit peu plus vite, et ainsi de suite. Lui allait au Trocadéro ensuite. Donc moi j'ai suivi. Et petit à petit, lui il a lâché, et moi j'ai continué pendant quelques années. Mais t'avais quel âge quand t'as commencé ? Franchement, je pense que j'ai commencé vers 8-9 ans, mais je me rappelle pas exactement. Et après, j'en ai fait peut-être un peu plus sérieusement quand je suis rentrée au collège. Donc en fait, si je comprends bien, t'es arrivé au Trocadéro finalement assez jeune. Non, je suis pas arrivée si jeune que ça. J'ai fait des petits passages éclairs. J'ai suivi mon frère. Après, moi, j'ai plutôt roulé dans mon coin, plus autour de chez moi. Et ensuite, petit à petit, je suis allée à Jussieu. On avait une petite bande de copains avec Pierre Pensy, Pierre Jouvion. Voilà, il y en avait 2-3 autres que j'ai oubliés, bien sûr. Jérôme Thomasin, non ? Jérôme, exactement. Il y avait Jérôme Thomasin, il y avait Jérôme, un autre Jérôme. Jérôme Spanu. Jérôme Spanu, exactement. Voilà, donc on roulait plutôt autour de Jussieu. Et petit à petit, on est allé à Notre-Dame. Et donc voilà, Notre-Dame. Et puis, j'allais dire de fil en aiguille, on est parti à Palais-Royal. Puis on repassait au Trocal, à Défense. Voilà, on faisait tous les spots au fur et à mesure. Mais nous, notre spot, c'était vraiment, vraiment Jussieu. On s'éclatait bien là-bas. C'était quoi l'ambiance à l'époque ? Donc là, on est années 90, quoi. Je crois que c'est ça, si je me rappelle bien des périodes, j'ai un peu de mal. L'ambiance, en fait, c'était vraiment s'amuser avec les copains et tenter de nouvelles choses. Donc, on était là, je me rappelle qu'à l'époque, on prenait les plaques métalliques là derrière les bus pour pouvoir sauter, au niveau de l'approche, au niveau du tremplin, que ce soit meilleur. Après, on faisait nous-mêmes nos tremplins aussi. Donc, on faisait tout de A à Z pour ensuite mettre notre tremplin à Jussieu avec les gardiens qui nous couraient après avec leurs chiens parce que c'était interdit. De toute cette période, je garde un souvenir vraiment, c'était la liberté. En fait, on faisait ce qu'on avait envie quand on voulait, c'était pas méchant. Voilà, mais vraiment c'était l'esprit de je peux aller où je veux quand je veux avec mes rollers et dans la bonne ambiance. Voilà. Vous aviez un spot un peu dédié qui était Jussieu, où je me rappelle bien effectivement que c'était quand même cool pour faire du saut et du slalom. Vous stockiez le tremplin dans les tours en dessous de Jussieu, quoi. Et puis après en fait, en gros, c'était on se déplaçait de spot en spot, quoi. Exactement, c'était ça. Et puis on découvrait aussi d'autres, je vais pas dire façons de penser, mais d'autres groupes, voilà, avec qui petit à petit on échangeait aussi. Ça permettait aussi de rouler tout simplement dans la rue, puisque le roller, quand on reste sur un spot, c'est quand même un peu moins technique que quand on passe les différents endroits de la rue. Donc on faisait du vrai sport grâce à ça aussi. En partant, on pouvait faire dans la même journée, on pouvait partir de Jussieu, aller ensuite à Notre-Dame, aller à Palais-Royal parce qu'il y avait personne, on allait au Trocadéro, on revenait, on repartait. Enfin, c'était vraiment ce sentiment de liberté qui primait surtout. Après Notre-Dame, c'était essentiellement, je me rappelle très bien, c'était qu'en fait, quand on était petit, on n'avait pas vraiment le droit d'aller le soir. Enfin, je sais pas si c'était un droit, mais en fait, le soir, on était là, on voyait les plus grands, on se disait non, on n'est pas bon. On va pas y aller, on va les laisser faire. Donc c'était vraiment du show. Et donc nous on s'entraînait un peu la journée à Notre-Dame. Petit à petit, on
commençait à avoir droit d'accéder au soir avec, je me rappelle très bien, avec les quêtes. Voilà, on sautait, on faisait enfin, moi je sautais pas à Notre-Dame, je me sentais pas, en fait, devant tous les spectateurs, mais beaucoup de slalom, puis on faisait la quête, on allait manger nos grecs, et puis voilà, on rentrait chez nous tard, et puis franchement, c'était la bonne époque. Quand t'as commencé à faire du roller, au départ, tu faisais quoi? Tu roulais dans la rue ou enfin, moi, j'ai un souvenir de toi où ta discipline, on va dire un peu principale, c'était plutôt le slalom. Quand est-ce que t'as commencé à faire du slalom Franchement, je me rappelle pas exactement, mais je sais que c'est venu de mon frère, puisque lui allait au Trocadéro, et au final, moi, je restais à côté de chez moi, quand je le suivais pas, et on mettait nos petites canettes sur une petite place, et on essayait finalement de copier ce qu'on voyait au Trocadéro, ou ce que lui avait pu voir, et essayer de nous dire, ah, faut faire ci, faut faire ça. Voilà, je faisais mes petits entraînements comme ça, et puis petit à petit, on a découvert Notre-Dame, et puis je sais même plus comment on s'est rencontrés avec les deux pierres, tout ça. Enfin, mais c'est vraiment petit à petit. Et puis après, moi, j'aime bien l'esprit de compétition, en fait. Peu importe le niveau, mais se dire, bah, je vais aller rouler pour apprendre des choses. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite j'ai essayé de persévérer un petit peu dans le slalom. le slalom à l'époque? De mon souvenir de l'époque, il y avait quelques femmes, mais c'était quand même principalement masculin. Comment ça s'est passé en fait? Il y avait qui tu slalomais? Est-ce qu'il y avait des gens qui t'ont un peu plus marqué que d'autres? Alors chez les femmes, pour moi, il y avait Gabrielle Denis. Voilà, c'était vraiment pour moi la personne référente j'allais dire dans le roller, en fait, pour moi, parce que bah elle faisait des choses impressionnantes, elle était là toujours à fond, elle parlait pas, elle faisait, et puis on regardait, en fait. Donc ça, c'était cool, avec un bon esprit en plus. Après, il y avait Géraldine, qui était, si je me trompe pas, au club Rollermania. Géraldine. Luzardi? Exactement, voilà. Luzardi, exactement, c'est ça. Donc à la Rollermania, donc pareil, plus âgée, mais voilà, elle était là, elle était bienveillante. Donc c'était motivant pour nous. Et après, bah sinon chez les filles, femmes, il y avait Anne-Sophie qui était là, qui était bah, à la défense. Mais en fait, moi, je me suis jamais. C'était cool d'avoir quelques femmes autour de nous, femmes, filles à l'époque, mais je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. Je me suis dit, moi, j'aime ce sport, j'y vais. Après, c'est pas pour ça que je me serais arrêtée, ou c'est plus dans l'esprit de compétition où c'était gênant. C'est-à-dire que, bah, franchement, quand je faisais le championnat de France au début, je pense que si on était 5, c'était bien, c'était déjà beaucoup. Et c'est ça qui était un peu dommage, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas suffisamment de compétition à l'époque entre les filles. Et donc, c'était pas forcément si motivant que ça. Ouais, parce que moi j'ai des souvenirs de toi que t'avais un niveau en slalom équivalent à celui des hommes et qu'on roulait tous de manière totalement indistincte et qu'on faisait globalement à peu près tous les mêmes figures, quoi. Exactement. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était ça. Alors peut-être que je me serais encore plus éclatée au roller avec plus de filles avec moi, mais en fait, c'est vrai que c'est j'allais dire une thématique pas mal abordée actuellement. Oui, les filles qui veulent faire du sport, faut les pousser, faut des espaces où il y a que des filles, il y a que ça. Moi, je suis pas forcément pour ça, puisque je me dis qu'en fait, le mélange, il apporte aussi pas mal de choses. Et quand on veut faire de la compétition, ben il faut arriver à se confronter aux meilleurs. Faut pas que ça nous dégoûte non plus, parce qu'en termes de qualité physique, bah forcément les hommes sont légèrement au-dessus. Mais je trouve que c'est un moyen de se challenger aussi, tant qu'il y a le respect entre les deux. Pour moi, il y a pas de sujet, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je roulais, je me disais, bah cool, tiens, Walid, il va faire une nouvelle figure là, il va nous faire sa cafetière sur tranche, c'est ça? Je me trompe pas, ça existait ça? Ouais, c'était Sa ouais. cafetière royale. Je sais plus si c'était à l'époque, mais en tout cas oui, ça existait, ça existait. Bon, voilà, donc c'était des choses qui se challengeaient. Alors des fois, je me disais, ouais, non, je vais pas y arriver, mais est-ce que c'est parce que j'étais une femme? Est-ce que c'est parce que j'étais nulle? Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Donc c'est pas... Voilà, je pense que, bah oui, il n'y en avait pas assez, mais au final, moi, ça m'a pas perturbé, franchement. Donc moi j'ai un souvenir de toi avec des paires de Fila. Qu'est-ce que t'as eu comme paire de rollers quand t'as commencé? Parce qu'au départ t'as pas commencé avec une paire de rollers de fou, je pense. Avec quoi t'as roulé comme matos quand t'étais en quad? Waouh! Oh là, vous avez trop de mémoire, hein. Tu t'en rappelles? Tu t'en Je me rappelles ou pas? rappelle que Ouais. j'avais... Je me rappelle que t'avais des paires de Fila Grand Hill. Exactement, ça, je me rappelle. Je crois que c'était bleu et blanche, quelque chose comme ça. Avant, j'avais une paire de Adidas qui était assez cool avec des chaussons. Je sais pas si tu vois. Je sais que Stéphane Zuber Ouais. avait ce genre de paire aussi. Il avait ce genre de paire. Ça, Mm. c'était cool aussi. Et après, j'ai eu des Jordan, en fait. Et ça, c'était fantastique. J'ai d'ailleurs toujours ma paire de Jordan sur mes quads. J'en fais pas grand chose, mais elles sont là, au cas où.
Platine laser? Ouais, platine laser, bah maintenant j'ai plus la bonne taille puisque j'avais laissé ma paire de T3 à Marjorie justement. Et je sais pas pourquoi j'ai récupéré une paire de T4 parce que c'était assez cher quand même à l'époque. Hein. Enfin, je sais pas si ça se vend encore d'ailleurs, je me pose la question. C'est complètement arrêté depuis plusieurs années maintenant. Ok, bon bah voilà, donc j'aurai toujours ma paire de T4 malheureusement qui sont un tout petit peu trop grandes, mais bon, je pense pas que vu le niveau que je dois avoir actuellement, ça perturbe trop. Mais voilà, donc normalement c'était T3 avec une petite paire de Jordan, ça c'était cool, c'était pas mal. Et j'ai jamais eu de bottines. Parce que vous trichiez, vous, je me rappelle, hein, quand vous faisiez du slalom, là, vous mettiez des bottines. C'était quoi comme marque? C'était pas Salomon, c'était Non, on mettait des rollerblades ou des Roches, des Fusions des Disca Fusions, c'est ça, des, voilà. des Charles de Gaulle. Exactement, vous mettiez ça et moi j'ai jamais mis ça, mais c'était plus facile je crois pour faire les tranches et tout. Voilà. Là, t'es en quad, tu fais principalement du slalom. Moi, j'ai des souvenirs de toi aussi qui fait du saut. Donc, je me rappelle plus si t'as fait du saut pendant longtemps ou pas. En fait, j'ai toujours fait slalom et saut. Dès que j'ai découvert le saut, j'en ai fait. Moi, franchement, j'adorais le saut. J'adorais surtout ce qui était saut en hauteur. Franchement, je crois que je me débrouillais pas si mal au final pour le coup pour une fille parce que je pense qu'au niveau puissance, on est quand même un petit peu en dessous. J'en faisais beaucoup. Je faisais de la détente sèche aussi. Je me rappelle, j'arrivais à sauter cette barrière de CRS, c'était pas mal, c'était sympa. Après, j'avais pas ce côté casse-cou qui m'a limité dans tout ce qui est saut figure aussi parce que bon bah je me rappelle moi tout ce qui était rotation, c'était limité pour moi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on rigolait. Bah je me rappelle c'était aussi avec Rachid Menchar. On roulait beaucoup avec lui et au final on faisait des sessions d'entraînement, on va dire. Et moi, je pouvais faire 10, 15 passages en me disant, allez, je vais tenter mon 3-6. Et puis le 3-6, il passait pas parce que j'étais une peureuse, quoi. Donc bon, voilà. Donc, non, j'ai fait pas mal de sauts, mais ouais, hauteur et puis la détente sèche pure. J'ai un souvenir que t'étais une des seules femmes qui faisait vraiment de la sèche. En tout cas, à l'époque où on roulait pas mal, quoi. Si on parle, tout à l'heure, tu parlais que t'étais une compétitrice. Qu'est-ce que ça avait donné les compètes? Donc tu faisais les compètes en saut et en slalom aussi? Oui, j'ai fait quelques compètes en saut, mais alors pas énormément parce que si je me rappelle bien, honnêtement, je crois que bah voilà, il y avait pas d'autres filles. Donc en vrai, c'était quand même un peu compliqué de lutter avec les garçons pour le coup là. Il y a quand même l'aspect physique qui rentre beaucoup en jeu. Moi, j'aime pas perdre, mais bon, si je lutte à force égale, ça me va. Hein. Je peux me dire, je vais aller m'entraîner, mais là, je pense que c'était un peu trop. Donc j'ai pas fait tant de compétitions de saut que ça, mais en slalom par contre, franchement je me rappelle pas exactement du palmarès, mais je sais que j'ai gagné quand même le championnat de France. Est-ce que c'est une ou plusieurs fois, ça je me rappelle pas. En slalom figure, en slalom vitesse, c'était avant qu'il y ait toutes ces figures là plus issues de la danse, je dirais. Voilà, parce qu'après j'ai décroché avec tout ce qui est rollerblade, roller en ligne, excusez-moi. On a fait aussi du roller basket avec Marjorie. On avait notre team, on était championne du monde de roller basket. T'as pas dit ça, Marjorie? T'as parlé de roller en ligne. T'as eu des rollers en ligne? Oui, j'étais même en partenariat avec Fila à l'époque. Les premiers rollers, je crois, c'était en titanium, si je ne me trompe pas, qui étaient super cool. Ouais, je les ai encore. En fait, j'ai jamais ressenti les mêmes sensations qu'en quad. Donc en fait, au moment où sont arrivés les rollers en ligne, j'ai bien compris que c'était là où il y allait avoir potentiellement les sponsors, tout ça. Donc c'est là où il y allait avoir les gros événements. J'ai essayé de m'y mettre, franchement. Je m'y suis mise, hein, mais j'avais pas ce plaisir, cette sensation pas comme je disais, de liberté, je me sentais pas aussi à l'aise qu'avec des quads. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai décroché? Est-ce que c'est le manque, finalement, de motivation à un moment donné par rapport à la compétition pure? Je sais pas, mais à un moment donné, je sais qu'il fallait forcément être en line. Bah, par exemple, pour tout ce qui est vitesse, c'est quand même plus efficace. Je me retrouvais pas et je sais que petit à petit, j'ai décroché, en fait, de tout. Et alors, les randonnées en roller en ligne, voilà, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Tu faisais pas partie à l'époque des gens comme moi, un peu les irréductibles du quad, qui ont mis vachement longtemps à passer en roller en ligne et typiquement en slalom, par exemple, où c'est pas que je comprenais pas le roller en ligne, mais le nombre de possibilités qu'il y avait en quad avec toutes les roues, c'était tellement impressionnant qu'en fait finalement j'avais du mal à m'y retrouver, quoi. Ah si, ah non, là je te rejoins. Franchement, c'était pas drôle du tout le roller en ligne. En speed slalom, très bien, c'est plus efficace, y a pas de souci. Mais pour slalom figure, il y avait pas, enfin, je comprenais pas. Moi justement, t'avais toutes les figures sur une roue, sur les tranches, sur tout ça. Tu pouvais pas retrouver ça sur le roller en ligne. Et même les sensations, je sais pas, avec le fait que ça tienne les chevilles énormément, ça, t'avais pas du tout cette même liberté. Donc, franchement, j'ai tenté.
parce que je sais pas je sais pas ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais j'ai quand même tenté parce que voilà, c'était la nouveauté, c'était tout ça. Il y avait Fila quand même aussi qui était derrière, mais franchement, ça m'a pas du tout convaincu et moi j'étais quand même là pour m'amuser aussi. J'ai jamais vu le roller comme un moyen de gagner des millions et donc j'avais plus plaisir et voilà, donc moi je suis resté au quad franchement sur le slalom figure. Mais je crois que il y avait la problématique si je me trompe pas de comment noter des quads face aux lines aussi, si je me trompe pas. Ouais, dans cette période de transition, c'était pas forcément évident. Il y avait un peu un espèce de petit flottement, quoi. Puis il y a ceux qui étaient passés assez rapidement en line. Je pense à Roy Collet, par exemple, qui a été un des premiers, je me rappelle, à avoir eu des lines. Il y a bien sûr Sébastien Lafargue qui, lui, a inventé plein de figures, a fait plein de choses, etc., qu'on comprenait pas forcément non plus à l'époque. Roy, si je me trompe pas, était meilleur en quad, en tout cas plus impressionnant en quad qu'en line. Et à l'inverse, Seb, si je me rappelle bien, hein, n'a jamais vraiment percé en quad. Lui, il est plutôt issu il était plutôt vraiment sur le speed sur le quad. En quad, il était plutôt sur le speed slalom. Et après, c'est en line qui s'est montré plus avec le slalom figure, non? Je me trompe? Ouais, il a finalement fait très peu de quad. Il a été un des premiers à arriver en line et à comprendre ce qu'on pouvait faire avec. Mais effectivement, ouais, pour Roy, par exemple, effectivement, quad, c'était quelqu'un de très très impressionnant. Donc là, on vient de parler de Sébastien, on vient de parler de Roy, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont influencé ou avec qui tu as eu beaucoup d'émulation et dont tu te rappelles qui t'ont marqué, quoi? Bah, il y avait Stéphane Dubert. Alors lui, c'était un monstre en saut. Franchement, c'était une puissance absolue. Voilà, Rachid Menchar aussi, avec en saut également, avec le show qui va avec. Enfin, les deux, il y avait le show qui allait avec. Bah, Roy, comme t'as dit, franchement, en slalom, c'était impressionnant. Enfin, ça faisait plaisir à voir. Après, bien sûr, il y avait Gabriel. Pour moi, je vais pas dire un exemple à suivre parce que je fais pas partie trop de ces personnes qui ont besoin absolument de suivre des gens, mais on se dit, ok, c'est possible. Moi aussi, je vais tenter. Voilà, elle ouvre la voie, je dirais. Après, t'avais Marjorie qui poussait, hein, parce que l'air de rien, on voyait la petite Marjorie derrière, mais on se disait il y avait beaucoup de qualité et je pense qu'elle l'a montré par la suite. Comme je roulais beaucoup avec les deux Pierres, c'est vrai on se challengeait et puis on tentait des choses. Moi, je me disais, ah tiens, je vais essayer ça. Il progressait comme ça, en fait. C'était s'entraîner dans la bonne humeur et puis essayer d'aller le plus loin possible. T'as des souvenirs de compétitions ou justement de rencontres avec d'autres, je pense par exemple les gens de La Rochelle ou les gens de Reims, etc. Est-ce que t'as des souvenirs un peu pareil de cette émulation avec les autres villes? Il y avait je crois on les appelait les rince-doigts, les Rémois, Ouais. si je me trompe pas. Alors eux, pendant très longtemps, il me semble que justement Pierre, tout ça, ils allaient les voir. Moi, je les connaissais pas. Et puis un jour, ils sont venus à Paris, si je me trompe pas, et puis on a fait connaissance. Et c'est vrai que c'était, j'allais dire, un autre crew issu d'une autre ville. En fait, c'était cool de voir que ce qu'on faisait à Paris, c'était aussi, ça existait ailleurs. Et finalement, on a échangé pas mal puisque si je me trompe pas, il y en a un ou deux qui étaient aussi en équipe de France. Donc on a fait pas mal de démonstrations ensemble, tout ça. On se retrouvait sur les compétitions. Donc c'était des moments plutôt sympathiques. Franchement, voilà, ça faisait partie des bons moments d'échange. Après, avec La Rochelle, je me rappelle de la compétition à Saint-Jean-de-Liverzay. C'est ça? Ça existe, ça? Ouais, Voilà, ouais, je me tout à rappelle fait. au milieu d'un champ. Si je me trompe pas, c'était le championnat de France. On était au milieu d'un champ. Donc bon, c'était cool. En fait, ça nous faisait sortir aussi de Paris. Donc c'était des moments sympathiques. Et après, il y a toutes les compétitions internationales. Quand on allait moi, c'est vrai que Lausanne, ça reste de très bons souvenirs avec des patineurs de là-bas, avec qui on a pu faire de la descente en ville. Franchement, c'était fantastique. Je sais même pas comment à l'époque on faisait cette descente-là où on passait tout en haut de la ville là avec la descente à 22%. On arrivait sur le lac d'Ouchy, on passait je sais plus 15-20 minutes je crois à descendre. Franchement c'était fantastique. L'événement était vraiment bien organisé. Après il y avait tout ce qui est c'était à Zurich aussi si je rappelle bien. Il y avait un gros événement là-bas. Il y avait des événements en Italie aussi. Je crois que j'avais fait Milan. Voilà, ça permettait de voir autre chose et découvrir de nouvelles personnes aussi. Et franchement, c'était cool. Après, si je me rappelle bien, il y avait au niveau de la Fédé, il y avait Luc Bourdin. Si je me trompe pas, Ouais. il était à fond dans le street et je crois il crée des skateparks.
je ne me trompe pas. Ouais, on l'a interviewé. Effectivement, c'est son métier maintenant de créer des skateparks. Bon, voilà. Ce qu'il fait depuis qu'il est tout petit, d'ailleurs. C'est ça, oui, voilà. J'ai l'impression que c'était vraiment en lui, donc c'était cool parce que c'est des gens qui avaient plein d'idées, qui étaient précurseurs dans pas mal de choses. Voilà. Après, il y avait bien sûr Serge avec Serge Rodriguez. Voilà, avec Rollermania. Franchement, je pense que c'est grâce à lui qu'on a commencé la compétition d'ailleurs, parce qu'en fait, nous on n'y connaissait rien et il nous a emmenés sur les championnats. Il y avait Adeline Lemaine, que j'ai croisée il y a pas si longtemps, qui est toujours dans le roller. Adeline avec son caractère, hein, mais bon, ça fait partie des gens qui te forcent à respecter les règlements, je dirais. Voilà, où tu sens la différence entre, j'allais dire, une pratique fédérale qui est très très normée et une pratique libre. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui moi, à un moment donné, m'a posé problème, en fait. C'est pas comme ça que j'envisageais forcément le roller. Moi, je voyais vraiment, encore une fois, la liberté, et moi, ce côté règlement, même si je suis quelqu'un de très scolaire, j'accepte. Mais en fait, au fond de moi, c'était pas comme ça que je voulais pratiquer. Et après, qui d'autre? Je pense pas que j'ai oublié grand monde, hein, dans le milieu du roller. En fait, t'as commencé le roller, tu viens du patinage de rue, quoi. T'as tout le temps roulé sur des spots, en gros, on va dire un peu extérieurs, quoi. Et donc, effectivement, faire de la compète, c'est quand même autre chose. Il y a plein de règles, etc. Tout ça. Enfin, T'as parlé de l'équipe de France, de mémoire. On était en même temps en équipe de France. C'était un peu les premières équipes de France de roller accro. C'est ça, exactement. Je crois. Alors, franchement, les années, je crois que c'était dans les années 95, 97, quelque chose comme ça. 96, 97, voilà. Ouais, je dirais. Parfait, je suis pas trop loin. Oui, c'était les premières années, donc c'est vrai que c'était. En fait, moi, à l'époque, je faisais déjà du basket. C'est là où ça m'a fait aussi réfléchir. C'est-à-dire, je me suis dit, mais avec le recul, je comprends qu'ils aient eu besoin de mettre tant de règles, parce que ça se développait, il fallait bien mettre des limites, il fallait tout ça. Sauf qu'en fait, on était quand même très peu de pratiquants. On était quand même loin quand on faisait un championnat de France avec, comme je disais, s'il y avait 5 filles, c'était déjà fantastique. Et je me dis, mais pourquoi me casser autant les pieds alors qu'au basket, on est là, on fait plein de trucs, on est avec des centaines de milliers de pratiquants en plus, et il n'y a pas forcément plus de règles. Donc, tu vois, j'adore la compétition, j'ai pas de souci avec les règles, mais je me disais que c'était un peu extrême par rapport au développement du roller à l'époque. Alors, est-ce que j'avais raison, par raison, je sais pas. Mais c'est peut-être ça qui m'a un petit peu dégoûté, en fait. C'était un peu trop de règles pour finalement peu de choses. C'est un sujet qu'on a abordé avec Luc, où il parlait justement un peu, alors lui un peu je crois sur le street, mais il parlait un peu du fait que le sport était jeune et qu'on avait voulu mettre trop de règles pour structurer le truc dès le départ, alors qu'en fait c'était pas forcément ça. Et puis Seb Lafargue aussi, il en parlait sur un peu les dissensions, sur le côté un peu règle, le côté un peu fun, etc. Enfin voilà, t'es clairement pas la première à dire ça, c'est clair, quoi. Est-ce que tu te rappelles, là je fais une minute souvenir, est-ce que tu te rappelles, on était très fiers, on était passé sur le 20h de Canal+ pendant une démo au Trocadéro. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, j'ai fait du slalom, moi. Ouais, j'ai encore la vidéo. Aïe. Mince alors. Oui, je me rappelle. Après j'allais dire, de façon générale, tu sais, quand on passait à la télé, c'était quand même assez fantastique, tu vois. Tu étais fier, tu montrais à ta famille, tout ça. Donc puis à l'époque, il y avait quand même pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'allais dire, ça avait encore une plus grande valeur qu'aujourd'hui quand on nous prend en vidéo pour mettre sur Instagram ou je ne sais quoi. Oui, non, ça c'était les moments cool, en fait. C'était vraiment, on se disait, ah ouais, quand même. Mais bon, après on retombait dans notre quotidien de roller où il fallait aller rouler dans la rue, mais on s'éclatait bien. Franchement, moi, je regrette rien, en tout cas. Ouais, alors tout à l'heure, t'as cité brièvement le street et la descente. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, par exemple, le street, je me rappelle qu'on a tous tenté de faire du street un peu ensemble, j'allais dire, mais donc ça, tu peux nous en reparler, mais la descente, par contre, je me rappelle absolument pas. Le street, tu vas rigoler, je me rappelle que on allait même au skatepark de Taverny. C'est ton coin, ça? Ah ouais, à fond, ouais. On allait à la mini-rampe là-bas. Mais bon, moi je faisais rien, en fait, j'avais peur. Il y avait aussi une rampe dans le 13e, là, à Boutroux. Franchement, le jour où j'ai réussi à descendre une petite rampe, j'étais contente. Et en fait, tu vois, c'est ce qui a fait aussi je pense que j'ai arrêté à un moment donné, c'est qu'il y a eu le développement du street énormément. Et moi, j'étais pas dedans. C'est pas que j'aimais pas, mais j'avais vraiment pas l'esprit du street où fallait tomber, fallait se relever, je pense que j'avais trop peur, tout simplement. Donc, j'arrivais pas à me mettre dedans. Marjorie, à l'inverse, elle est rentrée à fond dedans. La descente, c'était à Lausanne, en fait. C'était à Lausanne où finalement il y avait le slalom et puis il y avait la descente.
On s'entraînait là-bas, mais j'ai jamais fait de compétition. Quand je dis on s'entraînait, c'est-à-dire que forcément, quand on partait à Lausanne, on allait faire des descentes, mais j'ai jamais fait de compétition parce que de la même façon, pour moi, la descente, c'est un truc, faut pas avoir peur, hein. J'avais même été avec Gabriel et comment il s'appelait son collègue du magazine La Crazy Roller. Anthony? Il m'avait emmené en Suisse. Il y avait une descente dans une piste de bobsleigh. Et il m'avait emmené là-bas. Je sais plus si c'était suisse, mais bon, dans un pays étranger, il m'avait emmené là-bas. Il m'avait dit voilà, si tu veux, tu pourras participer, c'est la première et tout. Mais moi, je suis arrivé en haut, j'avais mes pauvres protections, mes genouillères, mes coudières, mes protège-poignets, mon casque. Et là, j'ai vu la piste, j'ai dit non, mais ça va pas. J'ai dit, je reste là-haut, hein, je bougerai pas. Non, mais ça, c'était trop. Enfin, en tout cas, moi, ce qui est cool, c'est que j'ai vu l'évolution un petit peu des choses. Et je trouvais ça super d'avoir ce genre d'événement. Voilà, ça mettait vraiment en valeur. Mais moi, là, j'ai pas suivi. Je suis vraiment resté à mes petits slaloms, mes petits sauts, ça suffisait. T'as jamais fait de water jump? J'ai fait, je pense, 2-3 fois. Je trouvais ça rigolo, mais je sais pas, peut-être le côté où être dans l'eau, je sais pas. Il y a un truc qui collait pas. J'adorais voir les figures, mais moi, j'en ai pas fait plus que 2-3 fois, je pense. Si je résume un peu tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent, t'es une patineuse quand même, donc t'es une patineuse de rue qui était très polyvalente. T'as essayé, même si t'as pas fait forcément des carrières dedans, t'as essayé quand même pas mal de choses différentes, quoi. Ce qui était un peu, je dirais, à l'époque la norme, quoi. Finalement, il y avait quand même beaucoup de gens qui essayaient un peu plein de trucs, finalement, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que j'étais quand même vraiment axée slalom, saut, voilà, avec la détente sèche à côté. Maintenant, là, c'est le fait de patiner dans la rue. J'allais dire, t'es un peu curieuse, donc tu te dis, bah tiens, je vais aller tenter. T'es un soul, c'est ça? Un petit soul, un petit shifty ou je ne sais quoi. T'avais les rollers, tu te tentais, tu te disais, bah tiens, on va aller tenter des petites choses comme ça. Ça marchait pas très bien d'ailleurs, hein, c'était pas terrible, mais bon. Et c'est plus par curiosité, tu vois. Pareil pour la descente, c'était, bah ouais, il y a un nouveau truc, on va essayer de voir ce que ça donne, mais après j'ai pas poussé plus que ça. T'as parlé de roller basket. Alors ça c'est vachement intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du roller basket alors parce que je pense que c'est la première fois qu'on va en parler sur le podcast. Ouais, puis d'autant plus qu'en ce moment c'est la Coupe du Monde de rollball et que c'est un peu dans le même esprit. C'est quoi le rollball? C'est du hand avec un ballon de basket et un roller. Ah, ok, cool. Et ça vient d'Inde. Ok. 2003, ouais, en Inde. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dans la lignée de tous ces sports hybrides qui se développent en ce moment. Et le roller basket, effectivement, alors je vais faire un petit peu d'historique, allez tiens. Le roller basket, en fait, c'est apparu il y a près d'un siècle. En France, déjà, dans les années 1910, il y avait des enfants qui en faisaient. Alors effectivement, c'est pas hyper connu et pas très répandu, mais après, il y a un Américain qui a remodernisé ça et qui l'a remis au goût du jour dans les années 90-2000. Mais bon, voilà, c'est pas tout neuf. Et malgré tout, ça connaît quand même une certaine structuration, mais très ponctuelle. Moi, je serais ravi d'entendre ce que tu as à dire sur le roller basket, Agnès. Alors, je dirais que c'était assez rigolo parce que il s'avère que justement il y avait Marjorie qui découvrait un peu le basket puisque moi je joue au basket depuis que j'ai 12-13 ans. Moi, je patinais avec Marjorie, j'ai réussi à l'emmener un petit peu vers le basket. Il y avait un autre patineur, alors franchement, je me rappelle plus du nom, qui jouait aussi au basket. Et alors je ne sais plus du tout comment on en est venu on a entendu parler de cette discipline. Et il y avait championnat du monde de roller basket. Donc nous on s'est dit bon bah ça y est, on fait une team, on y va. Franchement à l'époque, bah pour le coup on était en roller en ligne parce que pour tout ce qui est changement de direction, tout ça c'était quand même beaucoup plus dérapage, c'était quand même beaucoup plus facile. Et on s'est dit allons-y, on va faire cette compétition. Et il s'avère qu'on a gagné. Mais franchement c'est pareil, c'était en petit comité, hein. Il y avait pas 50 000 participants. Si je me trompe pas, c'était assez développé au Pakistan. Mais je suis pas sûre à 100%. Ouais, ces sports-là se développent étrangement davantage dans les pays en développement que dans les pays un petit peu plus industrialisés. Bah voilà, donc j'ai encore un petit peu de souvenirs. Donc au final, on a joué, je crois que c'était en Allemagne la compétition. Bon, on a gagné et franchement, je trouve que le mélange entre les deux, on s'est éclaté parce que franchement moi à l'époque je jouais encore au basket. Donc là je retrouvais, j'allais dire, mes deux sports favoris. 2 en 1 avec ce côté vraiment vraiment athlétique et on avait une équipe super sympa en termes d'ambiance, on était tous dans le même esprit où vraiment pour le coup on y allait pour gagner. Bah on s'est donné et au final en plus on a gagné et c'était vraiment sympa. Après ça il y a pas eu de suite parce que je ne sais même pas pourquoi parce que est-ce que les compétitions ont continué ou pas, je sais pas. Mais on a fait une belle
c'était un bel été. Enfin, je me dis que c'était l'été, donc c'était plutôt cool, belle expérience en tout cas. Donc voilà, on a rajouté ce petit titre avec Marjorie. C'est cool de pouvoir allier ces deux passions comme ça. C'est vraiment quelque chose de très chouette. C'était à quel moment et pourquoi t'as arrêté le roller finalement, que tu t'es consacré plutôt à autre chose? Tu sais que j'ai du mal à m'en rappeler, mais je sais qu'il y avait un événement justement qui m'avait un petit peu dégoûté de tout ce qui est milieu fédéral. C'est peut-être bête, hein, mais il y avait la Coupe de France de basket justement à Bercy, et il y avait une démonstration de roller à la mi-temps. Et moi, j'étais en équipe de France, et potentiellement, bon, bah, je pense que tout le monde savait que je faisais du basket, et donc tu te dis, bon, voilà, c'est quand même un bel événement comme tu dis, c'est d'allier un petit peu tes deux passions. Je pense que j'avais quand même, à l'époque, encore le niveau pour pouvoir faire cette démonstration, mais c'était après le passage quad line, donc potentiellement, il y avait peut-être 2-3 filles qui avaient aussi un bon niveau, hein, je me rappelle plus. Mais, j'allais dire, ma double casquette, roller et basket, je me dis, c'était quand même un petit peu une récompense. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas été sélectionnée pour ça. Enfin, c'était pas une raison très juste, je sais pas, j'ai dû faire une bêtise ou je sais pas, un truc comme ça. Et ça m'a un peu dégoûtée. Et à l'inverse, ils m'ont sélectionné pour, je sais plus, c'était la Coupe de France de handball, peut-être quelques semaines plus tard ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, si je suis rentrée dans le roller pour être dans des considérations comme ça me dit plus. Donc je pense qu'il y avait l'histoire du line. Il y avait où je m'y retrouvais plus forcément. Il y avait l'histoire cette histoire-là avec la Fédé. Je me suis dit bon, et parallèlement, j'étais aussi, moi j'ai fait des études en STAPS, j'ai commencé à entraîner, je jouais encore au basket, donc peut-être que je me suis dit aussi, ça fait déjà beaucoup, j'avais peut-être plus forcément le temps pour à un moment donné continuer dans le roller. Mais je t'avoue que je me suis pas dit ah tiens, je m'arrête là demain ou quoi que ce soit. C'était pas l'idée non plus. Donc en fait, t'as une transition qui se fait. Le roller que t'as fait depuis que t'es tout petite et le basket que tu fais depuis que t'es tout petite aussi. Et à un moment, en fait, le basket prend la priorité sur le roller et t'entraînes en fait en gros sur un peu sur ta vie professionnelle, quoi. Je pense que c'est ça, voilà. Et puis il y avait aussi, parce que ça c'est quelque chose qui m'a aussi un petit peu marqué, c'est l'esprit qui changeait avec le roller en ligne. Alors ça fait un petit peu les petits vieux là qui disent que c'était mieux avant. Mais par exemple, je prends toujours l'exemple de Notre-Dame où moi ce que j'aimais et ce qui m'a permis aussi d'avancer, c'est que quand moi je suis arrivée à Notre-Dame, je pouvais pas pratiquer le soir en fait, c'était pas autorisé parce que j'étais trop nulle. En fait, je me suis dit si j'ai envie d'aller faire le show, il faut que je progresse. Et donc, c'était source de motivation finalement qu'on me laisse pas pratiquer le soir. Alors il y avait pas d'interdiction formelle, tu vois, mais c'était on n'était pas conviés. Donc en fait, je me disais OK, entraîne-toi l'après-midi. Quand tu auras un vrai niveau, tu vas y aller. Et là, quand il y a eu le roller en ligne, je me rappelle très bien, il y avait plein de petits qui arrivaient, qui savaient faire aller une pauvre figure. Ils étaient là, il y avait beaucoup plus m'as-tu vu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que à l'époque du roller en quad. Et ça, moi, ça m'a un petit peu dérangé parce qu'en plus, comme je te disais, j'avais la comparaison aussi avec le basket, où j'étais là en train de me dire, mais vous, là, vous faites les malins, mais on est 50 pèlerins à pratiquer du roller en France. Il n'y a pas de raison de faire les malins comme ça, en fait, parce que si on multipliait par 100 déjà le nombre de pratiquants, potentiellement, vous croiserez même plus. Et je pense que ce côté-là m'a un peu, c'était plus mon état d'esprit. Donc après, je pense qu'il y a aussi des périodes dans la vie, hein, où tu changes, mais voilà comment je vois un petit peu les transitions. Donc là, tu délaisses le roller et donc là, tu te consacres au basket. Alors là, c'est intéressant justement de voir un peu cette transition et ce que tu as fait après et potentiellement ce que le roller ça a pu t'apporter aussi. Donc là, tu te consacres au basket. Donc tu joues et t'entraînes en même temps? Oui, j'ai commencé à jouer, je te dis, vers 12-13 ans. C'est à l'âge aussi où j'ai arrêté le tennis de table, parce que j'ai commencé d'abord par le tennis de table, roller, basket, j'ai fait un petit peu tout. Et ensuite, là, oui, je joue, et je commence à entraîner, parce que dans le club où je suis, on me dit, voilà, il n'y a pas d'entraîneur, est-ce que tu as envie de prendre une équipe? Et en plus, j'étais en formation en STAPS, pour devenir potentiellement prof de PS, donc je me suis dit, pourquoi pas, j'avais envie de m'investir, d'aider un peu le club, donc je dis, allons-y, pourquoi pas. Et finalement, ça fait maintenant plus de 20 ans, je continue d'entraîner, et je continue dans le basket, voilà, parce que c'était pas forcément ma volonté au départ, mais j'ai trouvé une structure dans laquelle j'ai pu développer plein de projets. Et donc c'est cool en fait. Je suis pas uniquement sur la partie entraînement, je suis sur la partie développement du club et je suis maintenant directrice d'un club de basket et on est sur le haut niveau aussi, mais également sur toute la partie sociale et c'est vrai que c'est là où moi je m'y retrouve.
Tu peux nous donner le nom de ton club? C'est le Paris Basket 18. C'est un club pour le coup 100% féminin et on est vraiment sur la formation des jeunes filles vers le haut niveau. L'idée c'est d'amener les jeunes vers leur plus haut niveau, mais sans les faire rêver parce qu'on sait très bien que le plus haut niveau pour une certaine ça va être le département et d'autres comme on a eu certaines ça va peut-être être les équipes de France, peut-être les Jeux Olympiques, mais ça c'est des cas particuliers je dirais. Mais le but c'est d'avoir des jeunes épanouis et de progresser sous tous les aspects, pas uniquement l'aspect sportif. Je vais te poser une question, je sais pas s'il y a un lien quelconque, mais est-ce que le roller, est-ce que tu as fait en roller, est-ce que tu as vécu, t'as aidé d'une manière ou d'une autre pour la suite en fait que tu as vécu en basket? Ou alors est-ce que c'est complètement décorrélé Je pense qu'il y a rien qui est décorrélé dans la vie. Faut peut-être y réfléchir un peu plus, mais en fait, je pense que cette liberté dont j'avais besoin en pratiquant le roller, je l'ai toujours aujourd'hui dans mon club parce que finalement, on a un club qui a formé énormément de jeunes joueuses talentueuses et qui performent à haut niveau, mais on a gardé cette vraie identité. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, comme je te dis, quand j'ai pu sentir l'ambiance dans le roller comme elle était avant, que voilà, la transition quad line, tout ça, ça m'a un peu perturbé, perturbé, c'est pas le terme, mais ça m'a un peu fait réfléchir. Et là, c'est un peu pareil. Je dirais, tant que j'ai ma liberté dans le basket, je m'éclate. Le jour où je l'ai plus, je sais pas où. On reviendra peut-être au roller, on sait pas. Mais je pense que c'est des choses qui sont en tout cas identiques. La question qui me vient quand je t'entends parler que t'entraînes un club avec que des femmes, etc., je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui est en roller maintenant, avec le roller derby, par exemple, qui est quand même plutôt un sport, qui est un sport majoritairement féminin. Et en fait, je me demandais déjà si tu avais entendu parler de ce sport. Et en fait, ce que tu pensais, ce que t'en pensais, en fait, finalement, c'est des femmes en quad qui font du roller, qui ont d'ailleurs beaucoup révolutionné l'usage du roller et du quad qu'on connaît maintenant. J'ai vu qu'il y avait un club dans le 19e, si je me trompe pas, à Paris. Au gymnase McDonald's, très exactement. Mais, il me semble, hein. Mais, après, j'ai pas accroché, en fait. Quand j'ai vu 2-3 vidéos, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai l'impression plus c'est un truc de bagarre en roller. Donc, j'ai pas réussi à comprendre le concept. Mais c'est peut-être très cool. Honnêtement, j'ai pas poussé plus que ça. Mais, j'allais dire, en vrai, je pense que c'est des jeunes femmes qui ont envie de se retrouver entre elles, de pratiquer un sport dans une bonne ambiance, dans de la bienveillance, et je pense que c'est essentiellement ça. Donc peut-être qu'on leur proposerait du basket, elles s'éclateraient aussi, et inversement, peut-être que les basketteuses, on leur propose du roller derby, elles viennent s'éclater. Donc je pense que t'as des points communs dans tout, en fait, dans toutes ces pratiques où, voilà, c'est des pratiques collectives, et elles ont envie de se retrouver se retrouver en faisant un effort physique, et après, quel que soit peut-être le type de sport. Enfin, je trouve que c'est un changement assez passionnant, mais c'est un grand changement. Tu vois, par exemple, des nouvelles pratiques, je pense par exemple la roller dance qui a toujours été un peu présente, mais maintenant qui est beaucoup plus présente. Et puis, par exemple, tu as tout un mouvement de retour dans les skateparks, où donc tu as beaucoup de femmes en quad dans les skateparks, etc., ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et en fait, donc tu ouvres plein de nouvelles possibilités et tout. Enfin, je trouve ça vraiment génial de voir ça, parce que c'est un peu l'inverse de ce que, alors nous, si on avait fait l'artistique, ça aurait certainement été l'inverse, mais nous, ce qu'on a connu à l'époque, toi, en tant que femme, t'étais clairement pas la majorité, quoi. Après, moi, je trouve ça cool, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes maintenant qu'avant? Ça, moi, j'ai pas la réponse, tu vois. Et c'est vrai que là, j'entendais encore personne du comité de roller de Paris, je crois, qui disait oh là là, il faut développer pour qu'il y ait plus de femmes sur les rollers, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment important, en fait? Est-ce que les femmes, elles peuvent pas venir d'elles-mêmes, et puis celles qui aiment le roller, elles viennent, et puis celles qui aiment pas, elles viennent pas, en fait? C'est un effet d'entraînement, je suppose. Plus il y en a et plus ça donne envie. Je pense que c'est comme dans beaucoup de secteurs où en fait finalement, plus tu peux voir des gens rouler, plus tu peux avoir des modèles et tout, et plus potentiellement ça te donne envie aussi de pratiquer. Oui, mais est-ce qu'il y a un besoin d'avoir plus de femmes dans le roller? Je fais la même question, je pose les mêmes questions au basket, hein, en fait. Moi, je me dis, faisons ce qui nous plaît, en fait. C'est plus, tu vois, j'ai pas envie qu'on m'attire vers le roller pour telle ou telle raison. J'ai envie que le roller corresponde à ma façon de voir les choses, en fait. Ouais, je dis pas qu'on m'attire, c'est plutôt est-ce que le sport il est attractif pour moi en fait. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que ça me donne envie de le pratiquer? Oui, exactement. Mais donc au final, que je pratique du roller ou du tennis de table ou je sais pas, ou de la boxe, peu importe. On va arriver bientôt sur la fin de l'interview. J'ai 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu retiens de toute ta période roller? Ah, franchement, la liberté, c'est vraiment les belles, j'allais dire la belle époque où je me suis éclatée avec, je pense que c'était l'adolescence, c'était le début de l'âge adulte un petit peu.
on a fait plein de bêtises, on a fait plein de belles choses, on a pu découvrir des choses. C'est ça qui est, enfin, j'ai rencontré plein de monde, certaines personnes avec qui, peut-être toi, voilà, dont on discute encore aujourd'hui, voilà. D'autres personnes que je vois plus, mais je suis sûre que si on se croise, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Voilà, je pense que ça m'a permis de vivre une jeunesse avec une passion. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment important. Déjà, on était en mouvement, on n'était pas chez nous en train de regarder les écrans ou je ne sais quoi. On avait envie grâce à cette passion, on avait envie de sortir, on était là, avec d'autres personnes, donc tous ces échanges sociaux, je pense que c'est super important, et moi, ça, c'est ce que je prône un peu au quotidien, faut pas qu'on reste chez nous à ne rien faire, parce que sinon, il y a pas grand intérêt à long terme. Voilà, après, moi, cet aspect compétition qui m'a un peu frustrée, parce qu'à l'époque, il y avait pas assez de concurrence. Ça, moi, c'était un peu frustrant, mais bon, après, voilà, peut-être que ça aura un intérêt comme t'auras plus de femmes ou de filles dans le roller, il y aura plus de compétitrices, ça sera peut-être mieux. Donc moi, c'est vraiment des belles années, des années où, ouais, franchement, moi, je les garderai toujours. Voilà, en termes de date, tout ça, je suis pas trop spécialiste là-dedans. Mais j'ai vraiment, de bons souvenirs avec, également le fait que je me rappelle aussi qu'on avait monté un club de roller, l'air de rien, à 18 ans, avec Pierre Jouvion, Pierre Bensi, si je me trompe pas. Extrême indépendant. Exactement, voilà, tu vois, le côté indépendant et tout, ça m'a pas lâché. Donc c'est Hakim Netchalal qui en reparle dans son interview, et j'étais là genre waouh, j'avais oublié ça. Voilà, tu vois, Hakim, voilà, je voulais Hakim. Et tu vois, c'était cool, on avait monté un club, moi je savais pas comment monter un club, donc on a appris toutes ces choses-là. Je me dis regarde, 20 ans plus tard, je suis directrice d'un club de basket. Je me dis voilà, petit à petit tu fais les choses, et c'est des belles expériences. Franchement, moi je regrette pas. Je rigole encore là quand tu me parles de Marjorie, parce que là ma fille voulait faire du roller, et elle a fait dans le club de Marjorie, et Marjorie lui a passé des rollers. Donc voilà, la boucle est bouclée maintenant. Bon, je sais pas ce qu'elle va en faire, mais bon, au moins elle aura tenté. Mais donc c'est cool, tu vois, c'est que des belles choses, et voir une personne comme toi qui continue dans le milieu du roller. Bon, c'est pas ton métier, mais qui continue à essayer de parler du roller positivement, de faire connaître le roller. Marjorie qui a monté son club. Voilà, plein de gens qui sont à fond dans le roller. Je trouve ça cool, parce que tu vois qu'il y a plein de parcours qui se sont faits à partir du roller. Voilà, moi ça c'est franchement que du positif. Pour finir, c'est la traditionnelle tribune libre. Donc là, en fait, c'est à toi, si tu veux passer un message aux auditrices et aux auditeurs. Et avant qu'on se quitte, eh bien, c'est maintenant, Agnès, c'est à toi. Tribune libre, ça peut prendre du temps, hein, faut faire attention. Mais non, moi en tout cas, je pense que le roller, moi, tel que je l'ai toujours vu, donc je répète encore, c'était cette sensation de liberté, puisque j'ai été quand même aussi, j'étais prof de roller, je passais mon BE roller. J'ai jamais compris qu'on puisse prendre des cours de roller. C'est pour ça que c'était pas très lucratif pour moi, parce que dans ma tête, je me disais, mais au bout d'une heure, c'est bon, vous avez appris à freiner, ça suffit. On s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de me donner plus d'argent. Vous allez maintenant patiner tout seul dans la rue comme moi je l'ai appris. Maintenant, voilà, je vois que les choses évoluent. Donc c'est cool, parce que le roller a réussi à se structurer. On est quand même dans une pratique qui est peut-être médiatiquement un peu plus intéressante. Après, j'ai pas d'avis parce que je suis pas dedans, hein. Mais j'espère que ça a évolué dans ce sens, et qu'il y a des gens qui peuvent en vivre un petit peu. Voilà, et puis j'espère aussi qu'on va retrouver les démos de roller dans les matchs de basket, parce que c'est quand même ça qu'on attend. Donc Walid, il faut faire un peu de pub là auprès de la fédé de basket pour qu'on puisse revoir des petits shows de roller, du saut, du slalom, parce que c'est quand même assez cool, même de la danse, parce qu'on n'a pas parlé de la danse, mais ça, bon, c'était pas mon domaine, hein. Mais je trouvais ça cool c'était Hakim Benjeloun. Voilà, exactement, avec la danse. Je sais pas ce qui devient. J'ai vu que ça se développait un petit peu. Le roller dance, ça reprenait un peu avec quelques soirées, tout ça. Donc ça, c'est aussi, c'est cool que ça ait quand même persévéré, enfin, qui ait quand même persisté, je dirais, au fur et à mesure des années. Donc voilà. Maintenant, à toi de relancer tout ça et de voir jusqu'où ça peut aller. Nous, on fait passer tes messages, tu sais, hein, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Ah, ça, on sait, hein. Mais non, mais c'est cool. Merci beaucoup, Agnès, pour ton temps et avoir bien voulu partager un peu ton expérience roller. J'adore comme ça quand ça permet de se replonger un peu dans l'ambiance de l'époque. Et on s'aperçoit aussi que une partie des noms que tu as cités, on les a déjà interviewés. Et une autre partie, on les a pas interviewés, mais ils font partie de notre liste aussi. Ça nous fait aussi des projets, et puis ça fait pour les auditeurs des
interviews à écouter au cas où il l'aurait pas déjà fait. Voilà, je vais Agnès, on va te dire au revoir. Et puis à une prochaine. J'espère qu'on se recroisera bientôt. Bah écoute, avec plaisir. En tout cas, merci à vous pour l'interview. Franchement, ça fait plaisir de repenser à toutes ces bonnes années. Et ouais, peut-être un jour sur les rollers, hein, qui sait, tout peut arriver. Chers auditeurs, chères auditrices, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait très plaisir. Comme à chaque fois, vous pouvez attendre avec impatience les prochains épisodes où on aura encore des interviews passionnantes. Donc, à bientôt.